Elle n'est pas partie parce qu'elle a trouvé mieux. Elle est partie parce qu'au fond d'elle, un silence hurlait et tu ne l'as jamais entendu. Non pas parce que tu étais sourd, mais parce que personne ne t'a appris à écouter ce qui n'a pas de voix. Et c'est précisément ce silence qui, aujourd'hui, la ramène à un passé qu'elle ne devrait plus fréquenter. La douleur de l'abandon a un goût particulier, ce n'est pas le cri, c'est l'écho. C'est se réveiller à 3 heures du matin et sentir le côté vide du lit comme une accusation muette. C'est voir une photo, un lieu, une odeur, et sentir que quelque chose s'est effondré avant même que vous ne réalisiez que vous étiez debout. Elle est partie et vous ne comprenez toujours pas pourquoi. Ce que peu de gens vous disent, c'est que la trahison la plus brutale n'est pas celle qui se produit physiquement. C'est celle qui se produit dans l'âme, lentement, sans effusion de sang. Sans bruit lorsque quelqu'un qui vous a aimé réalise que l'espace à vos côtés est, d'une certaine manière, vide, et le vide, mon ami, n'attend pas. Le vide cherche à être comblé et parfois ce comblement prend les traits du passé. Je vais vous montrer, étape par étape, ce qui crée ce vide en elle et pourquoi, et sans vous en rendre compte. Vous avez été l'artisan de son retour à ce qu'elle a laissé derrière elle, cela sera douloureux, mais une douleur qui éclaire vaut toujours mieux qu'une ignorance qui engourdit. Dites-nous en commentaire quel a été le moment précis où vous avez réalisé que quelque chose avait changé chez elle. Cet instant que vous avez ressenti, sans pouvoir le nommer, notez-le. C'est plus important qu'il n'y paraît. Le vide émotion, elle n'apparaît pas de nulle part. Il naît d'un silence intérieur que personne ne voit. Il existe une forme de solitude sans adresse. Elle ne se loge ni dans des chambres vides ni dans des villes inconnues. Elle se niche au cœur de relations qui, en apparence, semblent parfaites, mais qui, intérieurement, respirent comme des poissons hors de l'eau, ouvrant et fermant la bouche sans émettre le moindre son. Le vide n'est pas l'absence de personne, c'est l'absence de présence réelle. Elle était avec toi, elle dormait à tes côtés, partageait ta table, souriait sur les photos, mais il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait atteindre, une part de toi toujours restée close, comme une fenêtre qui ne s'ouvre jamais vraiment, et elle a trop longtemps contemplé cette fenêtre, jusqu'à ce qu'elle renonce à essayer de l'ouvrir. Le vide émotionnel se creuse avant toute dispute, avant toute trahison, avant tout adieu. Il naît dès l'instant où elle tente de vous atteindre par un regard, un mot, un silence pesant et ne trouve que son propre écho. Cela connaît la fissure, petite, presque invisible. Maïs mortel. Mais d'où vient ce malaise qu'elle ressent? Que cherche-t-elle? Et quels mots utilise-t-elle pour nommer ce qui reste sans nom? Elle a le sentiment qu'il lui manque quelque chose, mais elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus, juste un malaise constant. Il existe un mot en portugais qui exprime cela avec une précision brutale, désire mais pas la nostalgie du passé, la nostalgie de ce qui n'a jamais existé. Elle se réveille avec cette étrange impression d'incomplétude, comme quelqu'un qui termine un livret et a le sentiment qu'il manque des chapitres mal. Mais rien ne va bien non plus, elle tente de combler le vide, elle travaille davantage, elle est sorte plus, elle parle moins, elle consomme du contenu jusqu'aux petites heures du matin pour ne pas se retrouver seule face à ce brouhaha intérieur qu'elle seule perçoit. C'est le signe le plus clair qui soit lorsqu'une personne fuit son propre silence. Quelque chose en elle appelle à l'aide sans connaître le numéro d'urgence. Elle ne sait pas comment nommer cette faim, elle sait seulement qu'elle existe et que rien de ce que vous lui offrez ne semble la satisfaire. Ce malaise constant n'est pas de l'exagération, ce n'est pas du drame, c'est son système nerveux émotionnel qui signale un besoin profond et insatisfait, celui d'être vu, d'être ressenti, d'être touché d'une manière qui dépasse le simple contact physique. Et lorsque ce signal est ignoré trop longtemps, elle cesse de réclamer, elle se tourne vers ailleurs. Cet autre monde commence plus près que vous ne le pensez. Il commence à l'intérieur de sa propre tête, dans un état de déconnexion que personne de l'extérieur ne peut percevoir. Même entourée de monde, elle se sent distante, comme si elle n'avait sa place nulle part. Vous est-il déjà arrivé d'être à une fête et de vous sentir complètement seul? De rire aux éclats alors que votre esprit était ailleurs? C'est exactement ça. C'est présent dans le corps, mais son essence se trouve quelque part sans GPS, sans adresse, sans nom de lieu. Ce n'est pas de la froideur. Ce n'est pas une distance délibérée, c'est le résultat d'une déconnexion progressive, des conversations devenues plus superficielles, des étreintes plus courtes, des moments de silence partagés remplacés par les écrans et les préoccupations quotidiennes. Elle ne s'est pas éloignée de toi, elle s'est perdue. Une femme qui ne se sent pas chez elle-même cherchera un foyer dans une autre époque, dans une autre version de son histoire. C'est dans cet état ce brouillard d'ânes que l'esprit se livre à une entreprise dangereuse. Fouiller les souvenirs, car lorsque le présent souffre en silence, le passé semble mentir avec une force de persuasion inouïe. Et le mensonge du passé est toujours plus beau que la vérité du présent. C'est dans cette vulnérabilité que le passé apparaît.
non comme une menace, mais comme une étreinte. Les vieux souvenirs recommencent à refaire surface comme un refuge, apportant un faux sentiment de sécurité. Le passé ne frappe pas à la porte, il s'insinue. Il entre par le parfum d'une vieille chanson, par la lumière d'un midi qui en évoque un autre, par une notification sur les réseaux sociaux montrant un visage qu'elle avait archivé mais jamais supprimé. Et lorsqu'il entre, il n'apporte pas la vérité, il apporte le meilleur de lui-même, la version remaniée, la version romantiquement découpée par la nostalgie. Elle ne pense pas forcément à se remettre avec quelqu'un, elle pense à se remettre avec une version d'elle-même. Il se sentait vivante, elle se sentait légère. Elle s'est réveillée avec un but précis. Le passé était devenu un miroir et elle y voyait le reflet d'une femme qui aimait se voir telle qu'elle était. La mémoire ne conserve pas ce qui fut réel, elle conserve ce qui fut beau. Et la beauté du passé est toujours plus séduisante que la réalité du présent. À ce moment-là, un message d'un ex, même anodin, même involontaire, peut sembler un refuge. Non pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il la parvient précisément au moment où elle est la plus vulnérable à ce qui lui est familier. Les familiers, même douloureux, possèdent un pouvoir anesthésiant que l'inconnu n'aura jamais. Et c'est là que commence le processus le plus dangereux. Elle cesse de voir le passé tel qu'il était et commence à le voir tel qu'elle aurait souhaité qu'il soit. Joël commence à idéaliser le passé, oubliant la douleur qui existait aussi. La mémoire humaine est le plus sophistiqué des éditeurs d'images. Elle intensifie les couleurs des bons moments, atténue les grisaillements et efface complètement les ténèbres. Ainsi, une relation profondément fissurée n'est plus remémorée qu'à travers la lumière qui filtrait par les fenêtres, et non plus à travers le froid qui s'infiltrait par les fissures. Elle oublie les disputes qui duraient des jours. Elle oublie les nuits de colère. Elle oublie les moments où elle se sentait insignifiante, invisible, incapable. Il ne reste qu'une version idéalisée, une peinture impressionniste, tout n'est que brume d'or et rien n'est anguleux. Et cette peinture orne désormais le mur de son esprit. Elle ne veut pas récupérer son exemple. Elle veut retrouver celle qu'elle était avant d'accumuler toutes ces cicatrices invisibles aux yeux de tout. C'est la nostalgie utilisée comme anesthésiant. C'est le passé transformé en paradis car le présent est trop douloureux pour être vécu les yeux ouverts. Et plus elle idéalise, encore plus le présent lui paraît insuffisant. C'est un piège parfait, non pas construit par le passé, mais par le vide non encore comblé du présent. Mais cette évasion a un prix, et il est plus élevé qu'elle ne l'imagine. Revivre le passé ne guérit pas, cela ne fait qu'accentuer le vide dont elle tente de s'échapper. Le passé nous offre une cruelle illusion, celle de croire que revenir en arrière est avancer, que redécouvrir ce qui a été perdu, c'est récupérer ce qui a été abandonné. Mais le temps est la seule dimension qui ne s'inverse pas. On peut visiter le passé, mais on ne peut y vivre. Et lorsqu'elle tente d'y vivre, que ce soit par des conversations, des fantasmes ou des retrouvailles, elle ne trouve pas la légèreté qu'elle recherchait, mais un vide encore plus profond. Se replonger dans le passé, c'est comme boire de l'eau de mer, cela apaise la soif un instant. Puis la soif revient, retourner vers son ex, se replonger dans des souvenirs idéalisés, retrouver l'identité qu'elle associe à une époque plus simple. Rien de tout cela ne guérit la véritable blessure. La véritable blessure réside dans sa déconnexion avec elle-même, et cette blessure ne trouve aucun pansement nostalgique. Il n'existe qu'un seul remède, la confrontation honnête avec le vide qui règne dans le présent. Le danger émotionnel de ressasser le passé réside dans le cycle qu'il engendre. Elle y va en quête de réconfort, ne trouve pas ce dont elle a besoin et revient encore plus vide, un vide qui ne cesse de s'accroître. Tel un trou noir qui grossit précisément parce que rien n'y est jeté pour satisfaire la gravité qu'il a créée. Et puis vient le tournant, le plus difficile, celui auquel elle résistera de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien à perdre. Le vide ne provient pas de l'absence de quelqu'un, mais d'une déconnexion avec soi-même. Voici la vérité choquante, personne n'a créé son vide, ni vous, ni son ex, ni aucune circonstance extérieure. Ce vide était déjà là, attendant le moment propice pour se manifester. Votre relation n'a fait que créer les conditions de son apparition. Suite à une injustice émotionnelle brutale, vous êtes le visage qu'elle associe à la douleur. Le vide n'a pas de visage, il a le sien lorsqu'elle cesse de fuir et se regarde enfin dans le miroir. Elle a perdu le contact avec ses propres désirs, avec ce qui l'a fait vraiment rire, ce qui l'a fait pleurer sans honte, ce qui l'anime sans avoir besoin d'un public. Et cette rupture avec son âme est le véritable vide. Son ex ne peut pas combler ce vide faux non plus. Personne ne peut le faire à sa place. La vérité choquante, c'est que cette quête du passé est la métaphore d'une recherche bien plus profonde. Elle se cherche elle-même, à la mauvaise adresse, dans une époque révolue, dans un miroir qui reflète ce qu'elle était et non ce qu'elle doit devenir. Lorsque cette vérité commença à lui apparaître même timidement, même douloureusement, la bataille la plus importante de sa vie commence.
Elle se rend compte que fuir ne résout rien, mais elle ne sait toujours pas comment gérer ce qu'elle ressent. Il existe une étape dans le parcours émotionnel qui est la plus périlleuse de tout, le moment où l'on ne croit plus à la fuite, mais où l'on n'a pas encore le courage de rester. C'est un no manos landien, un entre-deux. L'endroit où le malaise du présent et la peur de la confrontation intérieure se rencontrent où aucun ne cède. Elle le sent maintenant. Au fond d'elle, quelque part dans une vérité encore intacte, elle sait que le passé n'est qu'une illusion. Elle sait que la nostalgie est un mensonge d'une habileté consommée, mais savoir et ressentir sont deux mondes différents qui ne se rencontrent jamais. Et elle est à la frontière, sans visa pour l'un ni pour l'autre. Connaître la vérité ne suffit pas, il faut aussi avoir la force de la vivre. Et elle rassemble encore le courage de franchir la prochaine étape. Dans ce conflit, elle peut paraître froide, distante, instable, prenant des décisions qui semblent contradictoires à un observateur extérieur. Ce n'est pas de l'incohérence. C'est le cri d'une personne aux prises avec un choix qui définira son avenir. Et ce cri est rarement mélodieux, presque toujours. Ce n'est que du bruit, mais il arrive un moment, il y a toujours un moment où le poids de la fuite devient plus fort que la peur d'y faire face. Accepter la douleur présente est la première étape de la reconstruction de son identité. Le phénix ne se consume pas par désir de mort. Il se métamorphose car il sait, d'une sagesse instinctive qui transcende la raison, que seul le feu destructeur possède la température suffisante pour engendrer le renouveau. C'est ainsi que fonctionne le tournant émotionnel, non comme une illumination, mais comme un feu, douloureux et nécessairement irrévocable. Elle atteint ce point lorsqu'elle se lasse d'être son propre fantôme, lorsqu'elle se penche sur le passé qu'elle idéalisait et qu'elle finit par apercevoir les failles qu'elle avait masquées, lorsqu'elle réalise que le vide n'a pas diminué avec la nostalgie, mais qu'il s'est accru, et que peut-être être juste la seule voie possible et la plus terrifiante de toutes se retrouver seule avec elle-même. Accepter la douleur ne signifie pas s'y soumettre. Il s'agit de cesser de dépenser son énergie à fuir et de commencer à utiliser cette énergie pour se reconstruire. À ce tournant décisif, elle entreprend de reconstruire son identité non pas sur les ruines de ce qu'elle a perdu, mais sur les fondations de ce qui a survécu. Et ce qui survit à l'épreuve du feu est toujours plus solide que ce qui n'a jamais été mis à l'épreuve. C'est le début de la véritable rencontre, non pas avec le passé, non pas avec elle-même, non pas avec qui que ce soit. Avec elle-même est maintenant la dernière question, la plus essentielle, celle que vous cherchiez en venant ici même sans le savoir. Le passé n'a jamais été la solution, la véritable rencontre a lieu lorsqu'elle se confronte véritablement à elle-même. Elle ne cherchait pas le passé parce qu'il était meilleur, c'était parce que le présent la faisait souffrir d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore exprimer. Et quand la douleur est indicible, l'esprit improvise, il utilise ce qu'il connaît, il se réfugie dans les archives. Et dans les archives, il n'y a que des versions anciennes, remaniées, filtrées, idéalisées. Mais la véritable rencontre, celle qui change le cours d'une histoire, ne se produit jamais dans le passé. Elle se produit dans le seul moment qui existe réellement, le présent. Lorsqu'elle s'arrête, elle respire et se regarde enfin, libérée du carcan de la nostalgie et de la fuite. Et vous, que faites-vous de cette compréhension maintenant? Car comprendre son vide n'est pas un moyen de la reconquérir. C'est l'occasion de comprendre votre propre vide, celui que vous avez peut-être aussi tenté de combler avec de mauvaises choses, dans la mauvaise direction, et pendant une durée indue. Elle n'avait pas besoin du passé, elle avait besoin de présence. Et la présence commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Le passé est une maison qui n'existe plus. On peut visiter les ruines, mais on ne peut pas y retourner vivre. Avant de partir, ceci est pour vous. Quel silence vous a permis de trop grandir? Ce moment où vous auriez dû rester et où vous avez choisi de partir, partagez votre expérience ci-dessous, non pas pour vous juger, mais pour comprendre. Car le premier pas pour éviter de répéter les mêmes erreurs est de nommer ce que vous n'avez pas encore eu le courage de voir.